Donc, bienvenue dans ce bel amphi où nous accueille l'Université Lumière Lyon 2 dans le cadre de la Fête de la Science. Donc, pour ce débat sur un vaste sujet, qu'est-ce qu'une découverte en sciences humaines et sociales? Pour animer ce débat, quelques représentants de plusieurs disciplines. Je vais commencer par par la gauche. Toujours des problèmes avec la gauche, la droite, c'est terrible. Pascal Briet, donc, qui est maître de conférences en littérature et langue grecque à l'Université Lumière Lyon 2, membre du laboratoire Histoire et sources des mondes antiques à la Maison de l'Orient et de la Méditerranée, et qui est aussi co-directrice avec moi de l'axe de la Maison de l'Orient Savoir en société. Donc c'est dans ce cadre aussi que nous avons initié ce débat sur ce sujet. Nous ont rejoint donc Florian Charvelin, qui est directeur de recherche au CNRS, chercheur en anthropologie au centre... Sociologue. En sociologue, pardon, notre anthropologue est là. Au centre Max Weber. Je saute la dame du milieu parce que je reviendrai vers elle tout à l'heure. Mathieu Pou, qui est donc archéologue, professeur en archéologie histoire romaine et gallo-romaine à l'Université de Lyon, membre du laboratoire archéologie et archéométrie de la Maison de l'Orient, laboratoire à rare, également responsable de fouilles archéologiques, notamment celle de Coran en Auvergne, qui est assez connue sur un site gaulois. Et Denis Cerclet, qui est lui donc anthropologue, maître de conférence à l'Université Lyon 2 et membre du laboratoire EVS Environnement, Ville et Société. Pour modérer ce débat, Mireille Bella-Ambada, donc au centre de ces intervenants, qui est docteur en sociologie, en anthropologie, qui a enseigné à l'Université Lyon 2 ces matières, également en sciences de l'information, de l'éducation, pardon, et qui actuellement est secrétaire général de la Maison de l'Orient, mais qui revient à ses amours dans le cadre de ce débat et qui va donc introduire le sujet. Juste vous dire que le débat est enregistré et qui sera podcasté sur le site de Lyon 2 pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient y revenir. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée, riche en échanges instructifs, et je passe sans plus tarder la parole à Mireille. Merci Claudine. Comme l'a dit Claudine, ce débat s'inscrit en droite ligne des actions de l'axe stratégique Savoir en société de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée Jean Pouillou, appelée MOM. La MOM est une fédération de recherche qui a deux tutelles, le Centre national de la recherche scientifique et l'Université Lumière Lyon 2. La MOM abrite depuis plus de 40 ans des équipes qui conduisent des recherches pluridisciplinaires sur les sociétés anciennes. Récemment, la MOM a mis en place 5 axes stratégiques interdisciplinaires qui permettent de fédérer tous les membres des laboratoires autour des thématiques communes. L'axe Savoir en société qui nous réunit aujourd'hui a pour ambition d'ouvrir un espace de réflexion sur la fabrication et la transmission des savoirs, tout en articulant des actions thématiques sur nos pratiques actuelles de recherche et de médiation. Les sciences humaines et sociales font face aujourd'hui à de multiples formes de résistance. D'une part, ces résistances proviennent du doute inhérent à leur objectivité. D'autre part, en raison du manque de visibilité, entre guillemets, de leurs résultats dans la société. Bien entendu, les sciences humaines et sociales sont souvent comparées au sens dit exact ou alors inhumaine peut-être. Dans ce contexte, il faut convaincre ceux qui résistent et considèrent que les sciences humaines et sociales n'ont pas de place dans la société et privilégient plutôt les sciences dites exactes avec leur concept de recherche-action. Convaincre également ceux qui sont dans le doute et l'incertitude en rapport avec l'impact réel des résultats des sciences humaines dans la vie sociale. Comme nous le savons, l'espace social regorge de diverses façons d'appréhender la réalité,
les historiens, les archéologues, les sociologues, les politologues, les anthropologues et autres choisissent d'étudier un aspect du grand ensemble qu'est l'homme. Chaque discipline en sciences humaines et sociales adopte donc une démarche qui lui est spécifique en utilisant des douanes épistémologiques. Nous n'allons pas aborder le sens ontologique ou épistémologique des sciences ce soir, ni leur hiérarchisation, mais notre débat sera axé sur les découvertes en sciences humaines et sociales. Les sciences, qu'elles soient humaines, exactes ou pures ou inhumaines, sont un mot de compréhension et d'explication de la société, de notre environnement et plus loin de notre univers. Donc, considérant donc le caractère pluriel des espaces sociaux, j'invite chaque intervenant à nous raconter sous le prisme de sa spécialité une expérience dans son domaine qu'on peut qualifier de découverte. Alors, prima inter pares, je donnerai la parole. Je donnerai tout d'abord la parole à Pascale Briet, qui est l'initiatrice de ce débat. Je rappelle que Pascale Briet travaille sur l'archéologie, travaille autant pour moi sur la poésie épique, la tragédie et la poésie hymnique. Elle a également comme thème de recherche les rapports entre les mythes et la littérature, l'histoire et la littérature, la réception de la poésie homérique et de la tragédie, et également la réflexion sur les méthodes de la recherche en littérature. Merci beaucoup Mireille. Oui, effectivement, c'est ce dernier intérêt qui fait que j'ai proposé ce sujet ce soir pour une manifestation pendant la fête de la science. Je voudrais quand même ajouter quelque chose, un tout petit point d'histoire sur l'histoire de la Maison de l'Orient et mon histoire personnelle dans un certain sens, puisque je suis dans la maison depuis très 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 longtemps, une vingtaine d'années pour tout vous dire. Il y a 20-15 ans, sévissait, si on peut dire, dans la Maison de l'Orient, un être un peu singulier, qui était Jean-Louis Léonard. Alors, je ne l'ai pas vu, là, ce soir, c'est dommage. J'aurais bien aimé qu'il soit là, parce que ce débat que je vous propose, c'est vraiment un hommage au travail qu'il avait fait au sein de la Maison de l'Orient. Il venait des sciences dites dures, et après un accident de carrière, enfin bref, il s'est retrouvé donc à s'intéresser aux sciences qu'il appelait les sciences de l'interprétation. C'est-à-dire que il n'appelait pas ça les sciences humaines ou les sciences sociales, il appelait ce qu'on faisait à la Maison de l'Orient les sciences de l'interprétation. Et je pense que c'était très juste. Il proposait, dans le cadre des séminaires transversaux de la Maison, un séminaire épistémologique dans lequel on a lu Karl Popper, par exemple, ou Aristote. Donc, il arrivait à fédérer, en fait, archéologues, littéraires, linguistes, etc., autour des questions d'épistémologie. Et je pense que si aujourd'hui, à la fois, je fais la recherche comme je la fais, et si je vous propose ce sujet ce soir, c'est en grande partie grâce à lui. Voilà. Alors, puisque je représente la littérature, quelques mots quand même pour justifier que je classe la littérature dans les sciences humaines. Bon, comme le disait Mireille, les sciences humaines, ça étudie tous les produits de l'activité humaine, et la littérature en fait partie. Souvent, on a l'impression que la littérature, ça n'est pas une science, que faire de la littérature ou s'intéresser à la littérature, ce n'est que de l'interprétation. C'est un fait, oui, que personnellement j'assume tout à fait. Je pense que nous faisons tous de l'interprétation de données. Ensuite, tout dépend de la façon dont nous le faisons, et c'est ce qui fait que nous faisons de la science ou pas. En l'occurrence, ce qui est important, c'est la façon dont on va poser ces hypothèses, la rigueur avec laquelle on va les développer, et un point sur lequel je laisserai Florian parler, c'est-à-dire la façon dont on réagit à tout ce qui nous résiste dans le réel, et un texte, c'est du réel aussi. Alors, j'avais proposé qu'on commence effectivement par exposer tous une découverte, c'est-à-dire pour vous faire sentir que vous avez là de la science vivante en action.
en train de se faire et que chacun à notre échelle et en toute modestie, nous avons quand même des moments où nous avons l'impression de faire une véritable découverte. Donc je commencerai par mon cas, si je puis dire. Donc je travaille en particulier sur le théâtre antique et sur le théâtre grec, plus exactement sur la tragédie. Il faut quelques mots pour vous faire comprendre ce qui m'est arrivé, si je puis dire, parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai senti. Quelques mots sur ce théâtre. Donc c'est un théâtre dont il faut bien comprendre tout de suite qu'il n'a pas grand-chose à voir en fait avec le nôtre. D'abord, il est très situé dans le temps et dans l'espace. C'est un théâtre qui s'est développé au Ve siècle, avant Jésus-Christ, à Athènes, dans une cité bien particulière. C'est aussi un théâtre qui n'est pas un divertissement, dans le sens où le théâtre est une activité qu'on pratique dans un contexte exclusivement religieux et civique. On ne va pas au théâtre pour se distraire. Enfin, on peut y aller pour, disons, un effet secondaire de la chose, mais on ne peut pas décider, comme nous le faisons, que ce soir nous voulons aller au théâtre. En fait, le théâtre se pratique une fois dans l'année, ou non, j'exagère, quelques fois dans l'année, dans des contextes bien précis, qui sont des festivals en l'honneur de Dionysos, donc des festivités en l'honneur de Dionysos. Ces festivités ont toujours deux aspects. Un aspect religieux, il s'agit d'honorer le dieu, et faire concourir des poètes, c'est une manière d'honorer la divinité, qui est une des divinités de la poésie à côté d'Apollon. Et par ailleurs, il y a toute une série d'activités civiques dans le cadre de ces festivals. Alors le plus grand festival, ce sont les grandes Dionysies, ou Dionysies urbaines, qui se tiennent au début du printemps. Et pour vous donner quelques exemples, donc à la fois il y a tous les actes du culte envers Dionysos, les concours de théâtre, mais aussi à côté de cela, c'est le moment où on fait l'équivalent de ce que nous faisons quand nous remettons les légions d'honneur. Donc on honore au théâtre publiquement les gens qui ont bien mérité de la patrie, et notamment, c'est un point qui est très important pour la suite, on va honorer les enfants des soldats de la cité d'Athènes qui sont morts pour la patrie. Donc, l'année de leur majorité, ces orphelins sont présentés au théâtre et la cité leur offre une panoplie, puis on les envoie avec une proclamation officielle prendre la place de leur père dans l'armée de la cité. Alors, la pièce sur laquelle je travaille en ce moment, et je travaillais à l'époque de ce que je veux vous raconter, c'est la pièce qui s'appelle Les Troyennes. C'est une pièce d'Euripide. On a la chance de connaître exactement la date de cette pièce. Elle a été jouée au Grand Dionysie de 415. Donc jouée une seule fois, on est bien d'accord, hein, les pièces n'étaient jouées qu'une fois pour ces festivités. Et elle a été produite par Euripide pour cette occasion bien singulière qu'est les Grandes Dionysies de 415. À ce moment-là, Athènes est en pleine crise. C'est la fin, on s'approche de la fin de l'Empire athénien, qui a été, dont l'image, le prestige a été largement, écorné, le mot est beaucoup trop faible, abîmé par des exactions commises envers différentes cités. Et en même temps, la cité est un moment où elle se prépare pour une grande expédition vers la Sicile, qui sera une expédition au bout du compte catastrophique. Donc c'est un moment de crise. Et c'est un moment où Euripide choisit de mettre en scène la fin de la guerre de Troie. Donc il va utiliser le mythe, mettre en scène les femmes de Troie après la mort de tous les hommes de leur cité. Et parmi les événements qui se déroulent dans cette pièce, outre qu'on emmène toutes les femmes en servitude, les Grecs vainqueurs de la ville de Troie décident d'assassiner le dernier enfant mâle de la lignée, le petit Astyanax. Donc c'est la péripétie principale centrale de la pièce. Et donc, ce qui m'intéressait au départ, c'était des choses que je lisais un peu partout, c'est-à-dire quelle est la portée générale, universelle, de cette description de la guerre. Excusez-moi, j'éteins mon téléphone. Et donc,
Ce qui s'est passé, c'est que j'étais partie donc pour suivre des interprétations déjà existantes qui voyaient dans cette pièce une description de choses très générales, très universelles sur la guerre, les souffrances des femmes, les souffrances des enfants, etc. Et puis, ce qui s'est passé un beau jour, parce que la découverte, c'est parfois d'abord ce moment, vous savez, où toutes les connexions se font, ou en tout cas une connexion et puis ensuite un enchaînement de connexions se font. Il se trouve, par hasard, que j'ai lu peu de temps après avoir commencé à travailler sur cette scène, un autre texte que je lisais pour me renseigner sur le contexte du festival en l'honneur de Dionysos. Et dans ce texte, je trouve le script, si je puis dire, de la proclamation qui était faite chaque année quand on envoyait les orphelins rejoindre l'armée, avec leur panoplie toute neuve. Ce texte disait « La cité a élevé ses enfants en souvenir de la gloire de leur père. Elle les a élevés jusqu'à leur majorité et aujourd'hui, elle leur offre ses armes pour qu'ils puissent à leur tour prendre la place de leur père et montrer leur dévouement à la patrie. » Et voilà que je me rends compte que le texte d'Euripide, au moment où donc un héros plus exactement, un représentant officiel des Grecs dans la pièce, vient annoncer la mort de l'enfant à sa mère, le héros proclame un arrêt des Grecs qui est l'inversion exacte de cette proclamation réelle qu'on disait dans le théâtre quelques jours avant le concours de tragédie. Donc, qu'est-ce qu'on dit d'Astyanax ? Eh bien, il ne sera pas élevé jusqu'à sa majorité. La gloire de son père fait qu'au contraire, les Grecs ont décidé de ne pas le laisser vivre, de ne pas le laisser prendre la place de son père. On ne sait jamais, évidemment, ce qui pourrait se passer s'il se montrait aussi héroïque que son père. Donc, alors, vous allez me dire, bon, très bien, elle a fait un rapprochement entre deux textes. C'est évidemment le quotidien des littéraires, des chercheurs en littérature, c'est de rapprocher des textes. Sauf qu'ici, j'ai deux textes de statut très différents, l'un qui est un texte de fiction, l'autre qui est un texte qui renvoie à une réalité historique, et plus exactement à la réalité du moment précis où se déroule la pièce. J'ajoute que l'un des privilèges qu'on octroie aux orphelins au moment où on les honore de la sorte, ce n'est pas seulement l'armure, mais le droit de s'asseoir au premier rang du théâtre. Me voilà donc avec une scène où on assassine un orphelin à cause de la valeur de son père, devant des orphelins qui sont honorés à cause de la valeur de leur père. Et tout ça, ces orphelins athéniens réels ont obtenu ce droit 3 jours avant la représentation de la pièce. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Alors bien sûr, on est tout content parce qu'on se dit Euripide a une source. Cette source est un texte existant, préexistant. C'est déjà un premier fait. Mais ensuite, la véritable découverte, si vous voulez, ce sont les conséquences de ce fait. Les conséquences de ce fait, c'est que Euripide joue pendant la pièce de la réalité de la constitution de son public et de l'actualité immédiate des festivités qui se déroulent. Ça crée un effet, si vous voulez, un effet théâtral d'abord, que personne n'avait repéré, mais ça crée surtout un effet de réalité au milieu d'une pièce que d'un seul coup, il va falloir entièrement, je saute quelques étapes, mais il va falloir entièrement reconsidérer pour voir s'il n'y a pas d'autres effets de réel dans cette pièce. Et à partir de cette toute petite découverte, ce tout petit moment, il faut bien le dire, d'exaltation, c'est vraiment Eureka, si vous voulez, je n'ai pas sauté au plafond.
Alors, vous allez me dire pourquoi elles sautent au plafond. Ça arrive tout le temps. Mais quand vous vous rendez compte que personne ne l'a encore vu, ça fait partie de la découverte. Vous vous rendez compte que vous êtes en train d'établir un fait qui, pour l'instant, n'est pas répertorié. Donc, évidemment, immédiatement après l'exaltation, il faut faire cette vérification. D'autres gens ont-ils déjà établi ce fait? Et puis ensuite, il faut tirer toutes les conséquences. Et donc, je vous le dis, ça va induire ensuite une réinterprétation de l'ensemble de la pièce. Et c'est le début d'une chaîne de petites découvertes qui font que l'interprétation de la pièce change entièrement. La pièce n'est plus une pièce universelle sur la guerre, c'est une pièce qui est écrite pour un moment bien particulier, de crise, et d'un seul coup, on se rend compte qu'il y a des jeux de mots sur le nom de la dernière cité qu'Athènes a détruite. On se rend compte qu'un ensemble de petits faits, de petits choix dramaturgiques ancrent la représentation dans le présent des Athéniens, par exemple en leur mettant sous les yeux des images, des tableaux qui correspondent à des représentations qui se trouvent par exemple sur le Parthénon. Et le Parthénon est un bâtiment qui vient d'être construit, donc tout le monde a à l'esprit ce qu'on voit sur le Parthénon. Quand on voit la même chose en scène, on peut du coup en conclure que le poète n'est pas en train de parler de Troie, il est en train de parler d'Athènes. Et donc, l'interprétation de cette pièce change intégralement. La suite, c'est d'aller vérifier si le même phénomène se reproduit dans d'autres pièces. Et si, du coup, cette petite découverte entraîne en cascade l'obligation de reconsidérer toute la façon dont on considère l'universalité de la tragédie athénienne. Et bon, je n'ai absolument pas terminé le travail, et je ne le terminerai pas seul, sans aucun doute, mais je peux déjà dire que cela réfute les hypothèses qui disent que le théâtre, la tragédie plus exactement athénienne, ne fait jamais de référence au réel. Ça, on peut dire que le progrès obtenu, c'est cela, cette réfutation-là. Alors, l'avenir dira si cette micro-découverte devient le socle d'une reconsidération de l'ensemble de la tragédie. Pour l'instant, disons que c'est un élément important dans un débat en cours. Mais on va le voir, ce qui fait qu'une découverte devient une découverte pour la communauté, puis pour la société, c'est qu'il faut que cette micro-découverte affecte durablement le débat dans un domaine, puis, c'est encore une autre étape, gagne le discours commun sur, en l'occurrence, la tragédie, c'est-à-dire, concrètement, gagne les manuels scolaires, gagne ce qu'on enseigne à l'école de façon commune sur ce type de théâtre. Voilà. Bon, j'étais un peu longue, je sais. Merci Pascal. Je suis désolée. Et je donne la parole à Florian Charvolin, qui est directeur de recherche en sociologie au CNRS. Il est spécialiste des politiques publiques d'environnement, de la sociologie des sciences naturalistes, et il travaille également sur la production et le partage des données environnementales. Et alors moi, je vais faire un bond dans le temps. Parce que en sociologie, on travaille souvent sur des choses contemporaines, parce qu'on a des médias aussi de collecte de l'information qui sont aussi de l'ordre du contemporain et de l'instantané. Et on peut faire des choses différentes, du coup, aussi avec le matériel qu'on a. Alors, je suis très embêté de parler de sociologie. Moi, j'ai une formation de sciences politiques, j'ai fait de l'histoire des sciences, de la sociologie des sciences. Et puis, j'ai travaillé un peu avec des historiens. Donc, j'ai essayé de parler du langage de la tribu des sociologues, avec un sentiment partagé par certains, d'ailleurs, par des collègues, de hors-sol, de concept hors-sol, de ratiociniation sociologique, de verbiage sociologique. Et par rapport à ça,
je voudrais insister sur un autre niveau de la pratique sociologique qui est aussi très développé chez tous mes collègues, c'est le scrupule empirique, c'est-à-dire le fait que on s'attache à décrire des choses qu'on observe, qu'on découvre, voilà, des petites découvertes comme celle dont a parlé Pascal, des micro-découvertes du quotidien de la recherche sociologique liées à une attention accrue aux matériaux qu'on collecte. Et c'est ce scrupule, moi, qui me semble important, au-delà de tout le sentiment qu'on peut faire du hors-sol ou des choses comme ça. C'est vraiment ce scrupule qui ancre, je dirais, la sociologie comme logis, comme peut-être science aussi, même si la définition de science est quelque chose d'assez compliqué. Alors, des micro-découvertes de la pratique, moi je vais vous en relater une qui m'est arrivée récemment et qui a trait à un enregistrement vidéo. Donc c'est là où les méthodes jouent aussi leur rôle. On peut enregistrer en vidéo des interactions sociales et avec la nature. Moi je travaille sur l'environnement et sur la question de la nature. Et donc, j'ai organisé une sortie nature à Dinard en 2016, au printemps, qui a été filmée par une collègue de travail, qui a été filmée intégralement. Et donc, c'est cette sortie nature donc, qui a été le lieu d'un questionnement et d'une petite découverte relative à cette sortie nature, donc que je vais détailler. Et la vidéo c'est important parce que c'est un outil qu'on commence à utiliser de plus en plus, et c'est un outil qui permet de revenir sur ce qu'on a vu. C'est-à-dire que quand on collecte de l'information en sociologie, on fait des entretiens ou des questionnaires, on fige la chose. Avec les vidéos, on peut revenir sur ce qu'on a vu, on peut réinterroger le matériel. Et la première étape d'ailleurs de la vidéo, c'est de faire du dérochage, c'est-à-dire de thématiser tout ce qu'on voit à l'image et au son, pour essayer de rentrer ça dans les catégories de pensée qu'on peut avoir. Donc ça, c'est l'importance de cet outil-là qui du coup a évidemment un rôle dans le scrupule du sociologue à aller voir et réinterpréter à chaque fois son matériel pour toujours aller à la source. Alors la question que je m'étais posée quand on a tourné on a pris en vidéo, donc on a cette sortie nature de sciences participatives, donc des personnes qui sont des néophytes ou des personnes qui connaissent un peu la nature et qui allaient sortir sur l'estran rocheux. Donc l'estran, c'est la partie émergée à marée basse, c'est immergée à marée haute, qui est l'estran rocheux. Donc c'est important. Les sciences participatives que j'étudie là, dans ce cas présent, travaillent sur l'estran et s'intéresse à la composition des algues et des bigorneaux qu'il y a sur le sol de l'estran. Donc on était à Dinard en juin 2016 à aller observer les coquillages et les algues sur l'estran, et une personne filmait et moi j'avais la perche du micro et j'enregistrais tout ce qui se disait, en tout cas sur les personnes qu'on filmait. Donc voilà à peu près la situation. La question que je me posais à l'époque, c'était comment diable en vient-on à connaître ce qui se passe sur l'estran, comment diable des personnes qui ne sont pas formées à ça arrivent à nommer et à reconnaître des mollusques qui vont s'appeler mollusques au départ au coquillage et qui au bout d'un certain temps vont s'appeler littorines, gibules, des algues qui s'appellent algues mais qui vont s'appeler fucus vésiculeux, etc., etc. Donc comment on fait cet acte d'institutionnalisation, comment dire, d'instauration de la connaissance pour des personnes donc des néophytes, qui, dans le cadre des sciences participatives, participent pour la première fois, par exemple, pour celles qu'on a étudiées, à des sorties nature et qui n'ont pas vraiment de bagage scientifique. Donc c'est à peu près ça cette étape-là qui m'intéressait. Donc on filme, après on déroche, et on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Donc, et il y a une séquence c'est un peu même un micro événement. C'est une séquence de 2 minutes 30 qui va attirer mon attention sur un rush qui dure 3 heures. Il y a 2 minutes 30 où je me dis là, il y a quelque chose qui se passe.
Je ne sais pas quoi, il y a quelque chose qui se passe. Ces deux personnes qui sont autour d'un cadra. Donc un cadra, c'est ce qui a été utilisé pour focaliser l'attention sur quelques algues et quelques bigorneaux seulement. Donc un cadra qui est lancé au hasard. C'est 1 mètre carré, un cadra. Hein, et on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Donc 2 personnes sur le cadra et qui ont des fiches techniques et qui observent, qui prennent des photos avec un protocole de sciences participatives. La science participative, en l'occurrence, s'appelle Biolite et est mise en place par l'association Planète Mer. Et donc, moi, je m'intéressais à cette idée de voilà comment, en gros, les gens se branchent sur un corpus théorique qui s'appelle la taxonomie, qui existe depuis des siècles et des siècles, pour qualifier ces espèces animales et végétales sur l'estran. On tourne ces 2 minutes 30, j'isole ces 2 minutes 30 et je m'interroge sur cet aspect d'incarnation en fait du savoir dans des personnes. Jusqu'au moment où par mes lectures, alors c'est aussi voilà, c'est des lectures qui vont modifier la chose. Je butais sur des phrases qui arrivaient dans le cours de la vidéo où la personne disait c'est une personne, dans les 2 personnes qu'on a étudiées, il y en avait une qui était une étudiante de biologie, donc qui avait un peu plus de connaissances que l'autre, et qui dit à un moment, c'est une gibule, mais je ne sais pas laquelle. Et là, en lisant de la littérature de philosophie par ailleurs, j'ai un déclic en me disant, ben voilà, ce que je pensais être l'incarnation d'une théorie scientifique ou d'un corpus scientifique, taxonomique ou systématique dans une personne, là je vois que cette personne va la faire un pas latéral en disant il me faut des critères pour reconnaître ce que c'est. Et donc ça va amener toute la critériologie qui a été développée par Planète Mer, avec des fiches techniques, avec des dessins, avec des mollusques qui sont dessinés, avec des indices remarquables, ce qu'on appelle des indices remarquables en sciences naturalistes, c'est-à-dire des flèches vers alors l'opercule par exemple de la coquille. On parle une gibule, en l'occurrence c'était haut comme ça, enfin c'était ça. Hein. Donc il fallait vraiment regarder minutieusement l'opercule pour comprendre est-ce que c'était une gibule ou une littorine, etc. Et en fait, c'est tout ce travail de latéral, d'aller voir du côté des critères et des critères disponibles pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'on a en face de soi, qui va créer la connaissance, qui va instaurer à un moment ou un autre une connivence entre les personnes qui sont là, qui vont dire « Ah oui, c'est une gibule et c'est telle gibule ». Donc c'est ce travail latéral qui devient intéressant, ce que Wittgenstein appelle les jeux de langage, tout simplement. Et c'est ces jeux de langage, avec des appuis méthodologiques sur des outils de visualisation des espèces qui sont devant les yeux, qui vont amener les personnes qui étaient là à reconnaître, vraiment à reconnaître pour la première fois, pour certaines, une gibule ou une littorine. Donc c'est ce travail-là que je n'avais pas vu et qui m'introduit du coup à une reconsidération aussi de qu'est-ce que c'est que la connaissance dans ce cadre-là, qui apparaît, hein, c'est un peu l'épiphanie de la connaissance. Eh ben, ça me permet de relire un petit peu les travaux d'histoire des sciences, et je vais finir par là, les travaux d'histoire des sciences de Thomas Kuhn, par exemple, sur les structures des révolutions scientifiques, et le double niveau qu'on a peut-être oublié quand il parle de paradigme scientifique, de changement de paradigme, hein, quand il prend les grandes structures paradigmatiques des sciences au fil des 4 ou 5 derniers siècles, c'est que Pascal Briet parlait d'Emmanuel. Lui, il parle des paradigmes au sens aussi où c'est un exemple, le paradigme. C'est pas seulement une grande théorie scientifique qui va se diffuser de par le monde, c'est aussi un exemple particulier. Le paradigme des verbes latins du premier groupe, c'est amo, amassa, maris, c'est ce qu'on appelle le paradigme. C'est-à-dire que c'est un exemple
d'un tissu plus général. Et quelque part, mes critères comme ça qui se diffusent à travers Planète Mer, à travers des sciences participatives, ça permet de rendre compte de ces petits exemples qui sont utilisés et qui permettent effectivement à la taxonomie en général de progresser, de faire des adeptes, etc. Et bon voilà, c'est juste ce petit exemple que je voulais mentionner. Et pour finir, j'aurais c'est là où on voit j'essaye de vous montrer le scrupule qu'on peut avoir en sociologie à travers les outils qu'on utilise pour collecter l'information. Et c'est cette phrase que je voulais illustrer d'Isabelle Stengers qui dit « Nous sommes les obligés des choses qui nous obligent ». Pour moi, c'est exactement ça ce qui se passe dans une bonne sociologie. Merci Florian. Maintenant, c'est au tour de l'archéologie avec Mathieu Pou. Je rappelle que Mathieu Pou travaille sur l'archéologie de la Gaule romaine et pré-romaine, des processus d'urbanisation et les chauds lieux de cité. Il s'intéresse également à la viticulture et au commerce du vin, à la colonisation et aux territoires coloniaux. Merci. Alors la question qui nous est posée, si j'ai bien compris, c'est celle de la plus belle découverte, la plus importante, celle qui a marqué nos carrières de chercheurs. Alors, c'est une question qu'il faut jamais poser à un archéologue, et c'est celle qui lui est posée pourtant en permanence, notamment par les journalistes, par le grand public. Pour une raison bien simple, c'est que l'archéologue est un professionnel de la découverte, en quelque sorte. Son métier au propre, c'est de découvrir. C'est peut-être la seule discipline des SHS ici représentée qui passe son temps à découvrir des choses au sens propre, c'est-à-dire découvrir des bâtiments, des corps, des objets qui sont recouverts par des sédiments, par une couche de sédiments plus ou moins importante, qui ont été dissimulés par le temps. C'est un peu facile, c'est une pirouette, généralement on botte en touche. Pour une raison différente, c'est que comme on est amené à faire des découvertes en permanence, c'est un peu comme les parents, vous savez, il est difficile de choisir entre ses enfants. Et puis surtout, le problème, c'est qu'une découverte qui est importante à un moment donné, elle ne l'est plus beaucoup au bout de quelques mois, au bout d'un an. Son importance s'estompe. Alors évidemment, quand on remonte le temps, notre temps individuel, il y a 2 ou 3 choses qui marquent. Je pourrais tout à fait vous dresser un catalogue un peu fastidieux, année après année, campagne après campagne, des découvertes qui, pour moi, ont marqué mes recherches, ont marqué peut-être la recherche. Après, évidemment, ce sont les collègues qui font le tri, c'est pas à nous de le faire. Mais ce n'est pas forcément intéressant. Alors, je pourrais citer 2 ou 3 choses, des choses qui ont provoqué chez moi une émotion particulière. La découverte de peintures romaines, par exemple, il y a 3 ans, sur le site de Panossa, en Isère, à une vingtaine de kilomètres de Lyon. C'est un ensemble de peintures absolument magnifiques, du 2e style pompéien, un style très rarement représenté en France. Les cartons sont ceux de la villa de Bosco-Réal. Si ça vous dit quelque chose, ce sont des peintures absolument magnifiques, avec des décors figurés, des guirlandes de fruits. Et ce sont des peintures très bien réalisées. Alors, quand elles sortent de terre, elles sont neuves. Les couleurs, les pigments, le rouge cinabre, ça vous saute aux yeux, c'est absolument magnifique. Du point de vue, sur le plan émotionnel, c'est très important, et ça rejoint ce que disait Pascal Briet tout à l'heure. Le premier devoir d'un chercheur, alors un chercheur a des émotions dans le cadre de sa pratique scientifique, et c'est aussi de faire partager cette émotion, cette exaltation, et on la ressentait très bien pour l'épisode des Troyennes tout à l'heure, et c'est déjà assez extraordinaire. Mais du point de vue scientifique, ce n'est pas une découverte qui va révolutionner complètement notre vision de la Gaule romaine, même à l'époque césarienne ou augustéenne. Ce n'est pas forcément très important. Alors, si je devais distinguer une découverte particulière, c'est une découverte que j'ai eu l'occasion de présenter, d'exposer il y a quelques années dans ce même amphithéâtre. C'est un théâtre. Un théâtre en bois, tout à fait minable du point de vue de sa construction, très vilain, trous de poteaux dans le sol, des gradins en bois, de la place pour peut-être 200, 300 personnes. Mais ce théâtre, il est assez exceptionnel puisqu'il est gaulois. Il n'est pas grec, il n'est pas romain. Il date de la fin du IIe siècle avant notre ère. Et il a été découvert sur un site dont je dirige la fouille depuis une vingtaine d'années maintenant, bientôt, qui est le site de Coran dans le Puy-de-Dôme. Et c'est une découverte qui m'a beaucoup marqué. Pourquoi ? Parce que c'est un petit peu la clé de voûte, ou plutôt la cerise sur le gâteau, de tout un ensemble de théories, d'hypothèses que j'avançais depuis un certain nombre d'années, depuis ma thèse de doctorat en réalité, qui est celle de l'existence de pratiques politiques, institutionnelles, civiques, religieuses, complexes chez les Gaulois, qui ont été niées par la recherche pendant très longtemps, pour des raisons qu'on aura peut-être l'occasion d'exposer plus tard. Et donc c'est une véritable découverte, ou plutôt une redécouverte, puisqu'il y a eu d'autres découvertes derrière. C'est de se voir, par exemple, que certains auteurs grecs, comme Posidonios d'Apamée, parlent à propos des Gaulois de lieux d'assemblée qu'ils qualifient de théatrone.
évidemment, tous les traducteurs ont dit, il ne faut pas pousser, on va parler de clairière, on va parler mais pas de théâtre. Et l'archéologie, parfois, permet de réconcilier les textes et la culture matérielle. Et ça fait partie des grandes découvertes, qui a des implications, évidemment, dans la vision qu'on peut avoir de cette culture gauloise, des sociétés gauloises, de leurs pratiques, justement, civiques, institutionnelles, etc. Voilà. Mais je ne vais pas dresser un catalogue plus exhaustif parce qu'en réalité, pour un archéologue, la découverte, c'est plutôt un ensemble de découvertes. C'est la juxtaposition des découvertes qui font sens. Et je dirais que la découverte, à l'échelle, pour un archéologue, pour un historien aussi, elle se fait plus à l'échelle d'une carrière, à l'échelle d'une vie, et parfois même à l'échelle d'une génération, plusieurs générations de chercheurs. Alors on pourrait en citer d'autres. Il y a eu des découvertes pivots très importantes dans l'histoire de l'archéologie. Si on remonte très loin, il y a eu le Laocoon, évidemment, au début du XVIe siècle, la pierre de Rosette, ce sont des exemples que tout le monde connaît, hein, la grotte de Lascaux, ou le cratère de Vix, et ce sont des découvertes qui ont vraiment marqué la recherche, qui ont marqué leur temps, et qui ont eu des implications très très importantes. Mais il faut bien dire que la notion de découverte, pour le grand public, généralement, c'est un bel objet, un objet précieux, qui est dissimulé dans une tombe, dans une grotte, au fond d'une jungle, dans un temple effondré. Et ce n'est pas du tout la vision qu'en ont les archéologues, parce que ce sont des choses qui sont rares dans la vie d'un archéologue. Il nous arrive de tomber sur des objets en or, par exemple, précieux, sur le point de vue pécuniaire, mais ce n'est vraiment pas l'essentiel de notre activité. Notre activité, l'activité de découverte de l'archéologue, c'est au sens figuré, bien entendu. C'est redécouvrir le passé, redécouvrir des cultures, des civilisations, des sociétés mal connues, parce que situées dans un angle mort de l'histoire, bien souvent, peu éclairées par les textes, ou pas du tout. C'est valable pour la préhistoire, pour la proto-histoire, pour la Gaule romaine, dont je m'occupe. On n'a pratiquement pas de texte qui traite de la Gaule romaine, un petit peu d'épigraphie. Et c'est pour ça que notre quotidien est fait justement de découvertes, et qu'il est très difficile d'en distinguer une parmi d'autres. Merci Mathieu. Pour clore ces interventions, c'est au tour de Denis Cerclet, anthropologue social, qui travaille sur les dynamiques sociales à partir des flux, des rythmes, des phénomènes de synchronisation et des modes de négociation avec l'environnement. Merci. En anthropologie, la notion même de découverte est assez difficile à penser parce qu'aujourd'hui, on découvre plus de population qui serait cachée à un endroit, toutes repérées. Les langues, on les connaît vraisemblablement tout aussi, sans qu'on les ait forcément bien étudiées, bien comprises et qu'on les connaisse bien, mais on a un inventaire assez juste de ce qui peut se passer. Donc cette notion de découverte, elle ne nous renvoie pas à nouvelles populations, nouvelles cultures, nouvelles formes sociales. Et elle nous amène plutôt à essayer de repenser à travers l'histoire de la discipline comment, à certains moments, et c'est peut-être cette notion d'objet pivot ou de découverte pivot qu'on a aussi en anthropologie, c'est-à-dire des moments de la recherche qui transforment complètement la manière de voir les choses. C'est-à-dire qu'on n'en voit pas forcément de nouvelles, mais on les voit différemment. Pour exemple, je ne peux pas résister à l'évoquer avec vous, c'est Claude Lévi-Strauss qui, pendant la guerre, se réfugie à New York, fréquente des intellectuels européens, parmi lesquels Jacobson, des linguistes, et qui sont porteurs du structuralisme. Et Claude Lévi-Strauss, qui a déjà travaillé au Brésil, qui connaît bien les questions d'anthropologie, a le sentiment, vraisemblablement, et il en parle dans ses ouvrages, que toute la manière qu'on a eu d'aborder, par exemple, la prohibition de l'inceste, parce qu'il va en faire un moment clé, sont à repenser, à revisiter, voire à réinventer. Et il y a l'introduction des structures élémentaires de la parenté qui est un très beau texte parce que là, il énonce toutes les manières de penser la prohibition de l'inceste. Et c'est d'anciennes traditions de rapt des femmes, etc. C'est le sang menstruel tabou. Et Claude Lévi-Strauss dit, chaque fois qu'on pense en termes d'interdiction, on ferme la recherche. C'est-à-dire qu'on ne peut rien inventer de plus. Et lui, et c'est en ce sens-là que, moi je pense qu'il y a une véritable découverte, c'est que lui dit, arrêtons de penser en termes d'interdiction
et faisons de la prohibition de l'inceste une obligation. Une obligation à échanger des épouses, à échanger du langage, à échanger du bien, et il fait de ce moment le lieu, le moment de l'invention de la société. Et à partir de là, on se remet à travailler, on se remet à retourner sur le terrain auprès de populations qu'on connaissait bien pour essayer de comprendre comment on s'oblige à échanger des paroles, comment on s'oblige à échanger les objets, comment naissent le langage, comment naît l'économie, comment naît la culture, comment naît la société. Et c'est vraiment un tournant qui est majeur et qui va insuffler de la réflexion pendant au moins 30 ans dans la discipline. Alors, de manière plus prosaïque, j'en viens à ma propre expérience. J'enseigne à Beyrouth à certains moments, et puis je commence à faire de la recherche, et je suis surpris par la manière dont les Libanais traversent la rue, circulent entre les voitures, ne s'arrêtent jamais. Et petit à petit, j'apprends à traverser la rue, j'apprends à circuler dans la rue comme le font les Libanais, les Beyrouthins, et j'observe, je passe effectivement pas mal de moments à filmer, je me repasse les films, etc. Jusqu'au jour où, en traversant la rue, je prends conscience que j'ai quelques vertèbres dorsales qui prennent une toute autre position que celles qu'elles ont quand je traverse la rue en France ou quand je marche sur un trottoir en France. C'est-à-dire que c'est une attitude physique qui amène à regarder l'environnement d'une manière tout à fait différente parce qu'on se positionne différemment. Et ma grande surprise, et c'est ça, pour moi c'est une découverte, déjà c'est une première découverte, mais la deuxième découverte, c'est quand je vais acheter une bouteille d'eau, un journal ou quelques victuailles dans une épicerie. En France, on a l'habitude d'attendre que la personne qui s'occupe de vous vendre quelque chose soit libre et s'intéresse à vous. Comme on attend sur le trottoir qu'il n'y ait plus de voitures pour traverser. C'est-à-dire qu'on rompt les moments. Il y a le moment de quelqu'un, il y a le moment dans lequel on peut intervenir dans la conversation, dans lequel on peut intervenir dans l'espace, etc. Et je me rends compte que dans la boutique, c'est exactement la même manière. C'est-à-dire que la personne qui vend s'affaire, a toujours quelque chose à faire, et si vous attendez qu'elle s'intéresse à vous, il ne se passera rien, comme si vous attendez qu'une voiture s'arrête pour traverser, il ne se passera rien. Et il y a comme ça une attitude physique, une manière de se comporter, d'intervenir dans les flux, qui vaut pour traverser la rue et qui vaut quand on achète quelque chose dans une boutique. Ça m'amène à transformer mon terrain de recherche, mais pour expliquer ça, c'est-à-dire que ça, je n'ai pas fait la découverte comme ça. C'est qu'avant, en amont, j'ai travaillé avec Alain Berthoz qui s'occupe de neurophysiologie et je me suis intéressé à la cognition et à la manière de penser avec notre environnement. Et puis j'ai travaillé avec Maggie Marin, chorégraphe, sur les rythmes, les postures, le travail du corps, pour essayer de penser le social comme une chorégraphie. Et si je n'avais pas rencontré Alain Berthoz, Maggie Marin, j'aurais pas été attentif à ce que je ressens en traversant la rue et j'aurais pas fait cette entre guillemets découverte. Voilà, merci. Merci. J'espère que tous ces récits ou partages d'expériences nous ont présenté diverses manières de découvrir en sciences humaines et sociales. Et nous attendons vos éventuels commentaires, réactions ou questions. Il y a 2 dames dans la salle qui pourront vous passer le micro. Voilà. Oui. Sachant que comme on est enregistré, ça enlève peut-être un peu à la spontanéité du débat, mais il faut attendre le micro. Oui. Pardon, oui, vous m'entendez. C'est une question qui en fait rejoint un petit peu tout ce qui a été dit dans ces expériences de découverte. Je vais juste raconter mon expérience propre de la compréhension de ce que j'ai de certaines sciences sociales et humaines.
Une fois, j'ai lu un livre sur l'histoire des sciences et des techniques chez les civilisations antiques. Et il y avait un peu ce standard qui consistait à dire, je vais résumer très rapidement pour faire court, hein, ce standard qui consistait à dire, les Grecs, c'était des théoriciens, et les Romains, c'était des gens pratiques. Donc, je sais que c'est très raccourci. Et puis, on a découvert, il y a presque un siècle, l'horloge, le mécanisme d'horloge denticitaire. Et vous savez que c'est une horloge, pour certains pour expliquer ça, c'est une horloge mécanique qui est extrêmement performante, avec des roues dentées, qui représente tout un mécanisme d'horloge astronomique, etc., etc. Et tout d'un coup, on se dit, finalement, les Grecs, c'est peut-être aussi des techniciens. Alors, ma question, c'est un peu ça, c'est de dire... Alors, je vais être très provoquant, hein, excusez-moi. Là aussi, je vais faire schématique et très court. Est-ce que, finalement, il y avait cette idée-là qui était une espèce de consensus, mais qui était bâtie sur une absence de preuves. Pourtant, c'était une théorie. Alors, est-ce que, dans les sciences humaines et sociales, est-ce qu'une découverte, ça ne consiste pas à remettre en cause une théorie qui fait consensus, mais qui a été bâtie d'une façon pas très bien établie? Sans doute aussi, qui répond. Je ne sais pas, puisqu'on parle de découverte archéologique, là pour le coup, c'est une découverte pivot, la machine denticitaire. Alors, moi, je vous répondrai pour botter en touche que les Grecs, à l'époque de la machine denticitaire, c'est le 1er siècle avant notre ère, n'existent plus, ils sont romains. Voilà, après les chutes de Corinthe. Voilà, c'est devenu une province romaine, et donc c'est une opposition qui, pour les chercheurs aujourd'hui, historiens, archéologues, historiens de l'art, littéraire, est tout à fait factice pour le 1er siècle avant notre ère. Ce sont des Gréco-romains. Mais ce serait un peu facile, vous avez parfaitement raison. L'avantage des découvertes archéologiques, c'est que l'archéologie, elle possède un caractère un petit peu expérimental. Vous savez que pour une science, pour qu'une science fonctionne en tant que telle, une science dure, il faut qu'une expérience réalisée à un moment donné soit reproductible. Eh bien, quand on travaille sur des textes anciens, un corpus de textes finis, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de nouvelles découvertes. Il est rare qu'on tombe sur de nouveaux textes. Pour l'histoire ou la littérature plus récente, il arrive qu'on tombe parfois sur un corpus de textes qui était inconnu. Mais pour l'Antiquité, c'est un corpus fini. Donc c'est très difficile d'apporter des preuves concrètes, objectives, à l'appui de telle ou telle théorie ou pour invalider telle ou telle théorie. Par contre, l'archéologie le fait en permanence. Les découvertes s'enchaînent en permanence. Effectivement, une découverte comme la machine denticitaire permet de renverser complètement un paradigme, de bousculer des idées reçues, et c'est ce que permet une archéologie qui est peut-être la plus scientifique des SHS, c'est justement d'apporter des éléments nouveaux qui amènent à revoir complètement notre vision des choses. Mais les historiens le font de la même manière. C'est-à-dire que le débat sur la technicité des Romains et le caractère théorique de l'archéologie grecque, il est très ancien, évidemment. Il était antérieur et il n'y avait pas vraiment consensus. C'est plus une idée reçue qu'autre chose. Alors, moi, je réagis à une chose sur la question de est-ce que le fait qu'un corpus soit clos veut dire qu'il ne peut plus y avoir de découverte. Je pense précisément que ce n'est pas le cas. Et je rejoins ce que disait Denis Cerclay, c'est-à-dire qu'en fait, une découverte, ça va être, disons, une hypothèse ou un modèle qui fait que d'un seul coup, on ne peut plus regarder ce corpus, si fini soit-il, de la même manière. Je prends un exemple très très important au XXe siècle, qui est la grande découverte de Milman Parry sur la poésie homérique. Tout le monde a entendu parler d'Homère, tout le monde voit ce que c'est que l'Iliade et l'Odyssée. Pendant, disons du IIIe siècle avant Jésus-Christ à peu près, c'est-à-dire l'époque de la bibliothèque d'Alexandrie, jusqu'au XXe siècle, pour ce qu'on en sait, on a considéré l'Iliade et l'Odyssée comme des livres. Donc comme écrits par un auteur unique. Et l'analyse et des Alexandrins, et puis de la critique du Moyen-Âge, et puis ensuite de la critique allemande du 19e siècle, etc., tous les savants se sont échinés sur la poésie homérique en essayant de comprendre comment ce texte qui présente des tas de particularités un peu étranges pouvait être le fruit d'un seul auteur. L'hypothèse, c'était il y a un Homère, auteur,
mais son texte a été abîmé au cours du temps, des gens sont intervenus, et c'est ce qui explique les bizarreries, les répétitions, les maladresses, bon, des choses comme ça. Et voilà que Milman Parry arrive, et je pense que c'est très important, il arrive d'ailleurs. Je pense que pour renouveler des modèles, c'est souvent... moi, je vous racontais ma micro-découverte, et je trouve que j'étais déplacée. C'est-à-dire que j'étais aux États-Unis dans un autre cadre complètement que le mien. Et je crois que c'est un élément. Milman Parry arrive des États-Unis, de Californie plus exactement, au début des années 20. C'est-à-dire, la Californie, c'est encore les chercheurs d'or. Et il arrive de Californie à Paris pour travailler sur Homère. Il arrive dans un débat pour lequel, enfin, si vous voulez, il a pas de parti pris. Et donc, il va s'intéresser à cette poésie et se dire, mais finalement, je vous le fais très court, le modèle n'est-il pas faux depuis le départ? Cette poésie n'est-elle pas orale, traditionnelle et orale? C'est-à-dire qu'il va montrer que c'est une poésie qui s'est élaborée au cours de générations et dans une société où l'écrit n'existait pas. En tout cas, n'était pas utilisé pour faire de la poésie. Et c'est là que je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que l'archéologie est la seule science expérimentale. Ce qui va valider les hypothèses de Parry, c'est qu'il va aller s'entretenir avec des poètes oraux qui existent encore en Serbie dans les années 30, et que ces entretiens vont confirmer toutes ces hypothèses sur toutes les bizarreries qu'on trouve dans la poésie homérique. Ça correspond à la pratique de ces bardes, en fait, serbes. Et typiquement, vous savez, tout le monde connaît les formules homériques, Ulysse l'endurant, Ulysse l'astucieux, Achille au pied rapide, etc. Ce système-là existe aussi dans la poésie serbe. Et c'est un trait de l'oralité parce que c'est ce qui permet aux poètes d'avoir du matériau pour fabriquer du vers, j'allais dire au kilomètre, c'est pas tout à fait ça, mais bon. Et donc, il va montrer toutes les caractéristiques de la poésie homérique, qui jusque-là, certes, avaient été repérées, mais étaient considérées comme problématiques, deviennent en fait les marqueurs simplement d'une hypothèse qu'on n'avait jamais faite, qui était que c'était de la poésie orale. Et d'un seul coup, avec cette hypothèse unique, il explique l'ensemble des caractéristiques qui posaient problème aux gens qui partaient du postulat que c'était de l'écrit. Cette révolution-là, elle a mis longtemps à gagner l'ensemble des universités. Alors, il est mort jeune, il y a eu la guerre, etc., etc. Et puis, il y a toujours une résistance terrible de l'institution. Ça, c'est très important, je pense, dans ce que c'est qu'une découverte. Malheureusement, ce que c'est qu'une découverte, c'est ce qui est validé par l'institution du savoir. Et parfois, certaines découvertes peuvent ne pas gagner l'assentiment ou convaincre, etc. En l'occurrence, il a fini par convaincre. Aujourd'hui, on ne peut plus analyser la poésie homérique comme on le faisait avant lui. Voilà. Donc ça pour dire qu'il y a à la fois, même dans un champ comme la littérature, qui semble très abstrait, où on a l'impression qu'on ne fait que interpréter, c'est-à-dire, les gens disent souvent, vous êtes très subjectif. Non, on décrit de façon objective, on fait des hypothèses, on les teste. Parfois, comme c'était le cas pour Paris, on peut les tester in vivo sur des gens qui existent et qui peuvent confirmer l'hypothèse. Et ensuite, bon, évidemment, il reste à convaincre la communauté. Voilà. Oui. Alors, il s'appelle Milman Parry, P-A-2-R-Y. Florian, vous souhaitez rajouter Oui, ouais, moi, ce que vous décrivez avec les Romains et les Grecs, et puis le changement de paradigme, un peu pour reprendre ces termes de Kuhn, c'est ce qu'a décrit Kuhn dans sa structure des révolutions scientifiques, hein, ces grandes phases où on est d'accord tout le monde est d'accord sur une hypothèse, et puis ce qu'il appelle la science normale, où voilà, il y a des phases où on est dans une science normale, où tout le monde est d'accord sur certaines hypothèses, puis il y a une phase de crise qui va arriver, et qui va donner lieu à un chamboulement des hypothèses de départ. Moi, ce qui m'intéresse dans cette vision-là,
c'est de voir à quoi tiennent les théories, c'est-à-dire à quoi tiennent ces représentations qui ne sont pas dans le Parthénon de la pensée civilisationnelle, qui sont liées à la manière dont on écrit les manuels, la manière dont on prend, lorsque je disais le paradigme, le petit paradigme, c'est-à-dire le paradigme comme exemple type. Il y a beaucoup d'instances dans lesquelles, qui sont pratico-pratiques, dans lesquelles ces grandes représentations sociales prennent corps et sont diffusées. Et on parlait des manuels, mais c'est un élément important. Et c'est dans ces formes-là que se traduisent pour moi les paradigmes. Enfin, quand je vois en sociologie, c'est un peu ça. Et du coup, qu'est-ce qui change après? C'est les manières de typifier la réalité, ce que les sociologues appellent la typification de la réalité, de trouver des idéotypes qui permettent de coller à des exemples qu'on a. Et c'est ces routines de typification qui vont changer à certains moments pour des raisons, mais alors multiples. Je pense que là, il y en a des tonnes et des tonnes. Ça peut être l'institution qui résiste, ça peut être l'esthétisme de la nouvelle théorie qui est beaucoup plus esthétique que l'autre. Ça peut être des méthodes qui vont changer, c'est-à-dire que quand on va inventer une nouvelle méthode, on va voir que finalement, la méthode aidant, on change de paradigme, etc. etc. Donc c'est un peu moi ce côté, ce qu'on dit aussi en sociologie, de manière incrémentale dont le fonctionnement scientifique conduit à modifier et des fois à bouleverser effectivement des champs entiers, quoi. Merci. Pouvons-nous avoir le point de vue anthropologique concernant la différence entre la découverte et la théorie? Oui, je pense aussi qu'il y a, dans le champ théorique, c'est un champ de lutte. Donc il y a certains domaines, certaines œuvres, certaines hypothèses qui vont être construites par la négative en quelque sorte, pour permettre d'affirmer certaines choses. Les scientifiques sont des penseurs comme les autres, ils ont parfois besoin de confronter des idées, confronter des manières de faire, et on peut très bien dans le discours théorique caricaturer certaines sociétés parce qu'elles aident à penser, elles sont bonnes à penser. Et généralement, on se rend compte qu'elles sont caricaturées que quand on change de manière de les observer. Quand quelqu'un se dit qu'il faut revisiter, parce que ça fonctionne trop bien, quoi. C'est toujours, et moi je reviens à Kuhn, qui effectivement a joué un rôle très important dans la pensée de tout ça, c'est qu'à un moment, on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a une anomalie, dit Kuhn, et c'est à partir de là qu'on revisite les choses et qu'on a vraisemblablement des chances de faire une découverte. Oui, on m'entend. Ce qui est dit là sur les sciences humaines, sociologie, enfin toutes les disciplines que vous représentez là, ça marche aussi en sciences dures. Regardez les postulats d'Euclide, on a vécu des siècles avec. Il a fallu, c'est que très récemment où on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser une autre géométrie? Et à ce moment-là, on a fait des découvertes à partir de là, où on a utilisé, ça ne s'est pas passé d'une manière si linéaire. Donc ma question était, est-ce que la découverte précède ou génère la science? Moi, je dirais pour aller vite que la découverte, elle est presque l'aboutissement d'un processus qui a commencé bien en amont, par des intuitions, par des rencontres d'anomalies, de réexamens de choses, d'utilisation de nouveaux outils aussi, qui permettent souvent d'aller un peu plus loin dans la compréhension des phénomènes, dans la perception des phénomènes. Et la découverte, elle vient légitimer en quelque sorte tout un temps de recherche qui est un temps de recherche aveugle, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup de courage pour mener ce travail, parce généralement, il y a peu de choses à communiquer. C'est un travail de fond qui permet de réexaminer ça, et la découverte, elle va rendre visible tout ce travail. Mais comme le disait le collègue, c'est qu'elle est aussi, c'est-à-dire que la découverte, elle explose pas comme ça au grand public, c'est vraiment le travail d'une construction et d'une construction des pairs, quoi.
c'est les institutions qui, à un moment, choisissent aussi de se servir d'une découverte pour montrer l'avancée, voire même l'utilisation des crédits, etc. Il y a beaucoup d'enjeux là-dedans. Je vais bien enfoncer le clou. C'est une question intéressante sur tout un pan de la philosophie des sciences, à mon avis, qui a estimé qu'il y avait deux phases dans la découverte, donc qui précèdent ou succèdent à la science. C'est la phase de découverte en tant que telle et la phase de justification de la découverte. Et pour un certain nombre de philosophes, ce qui était possible d'étudier sociologiquement ou scientifiquement, c'était la justification de la découverte. C'est-à-dire le moment où ça se légitime. Et on peut décomposer la légitimation de la découverte avec les pairs, avec les manuels, etc. Mais le moment de la découverte résistait à l'analyse, et certains disent qu'il doit résister de droit. Enfin, l'épistémologie aussi, c'est une science qui fixe des normes. Et donc, bon. Il y a une autre manière de prendre les choses qui est plus prosaïque. Je pense aux travaux de Bruno Latour et de Steve Woolgar sur la vie de laboratoire, c'est-à-dire, prenons l'exemple du TRF. Donc c'est une molécule biologique qui va être découverte dans un laboratoire SALT à San Diego aux États-Unis, et des sociologues, mais aussi des ethnométhodologues sur d'autres projets, d'autres découvertes, notamment les quasars dans l'astronomie, montrent qu'il y a des mécanismes qui consistent à durcir les faits en découverte, qui sont des mécanismes langagiers, des mécanismes écrits, ce que les théoriciens du langage appellent des modalisations. C'est-à-dire que si vous dites je pense que le TRF correspond à la molécule X, vous modalisez d'une certaine manière. Si vous dites il paraît que la découverte, que le TRF, etc., et on a étudié des textes scientifiques pour montrer comment on passait d'une modalisation à une autre, et comment à la fin ça devenait le TRF et la molécule, point. Et ça a été étudié par des sociolinguistes, ça a été étudié par des ethnométhodologues à partir de bandes-son, par exemple, d'une nuit où on va découvrir un quasar en astronomie dans un observatoire dans les années 80. Et donc, il y a des ethnométhodologues qui ont pris la bande-son de tout ce qui avait été enregistré et qui montrent comment se fait ce moment-là où on va dire « c'est un quasar ». Et c'est pas autre chose. Donc, voilà, il y a des méthodes aussi d'étude de ce type de choses qui un peu démystifient ce moment de la découverte que des épistémologues estiment être indécouvrable. Moi, je voudrais ajouter une chose. Alors, je suis tout à fait d'accord que je pense qu'on ne trouve pas, on ne découvre pas quelque chose sans avoir préalablement cherché. Ça, c'est sûr. Mais, quand je dis cela, je ne dis absolument pas « je trouve ce que j'ai cherché ». Je trouve parce que je me suis mise dans l'état de chercher. Et cet état de chercher, il doit être aussi ouvert que possible. Parce que, justement, une véritable découverte, c'est souvent une remise en question de nos propres hypothèses. Pas seulement des hypothèses des gens contre qui on a envie de s'opposer ou dont on veut se démarquer. C'est souvent... et ça, c'est, je dirais, sans doute la chose la plus difficile pour nous. C'est-à-dire arriver à nous déprendre nous-mêmes de ce que nous avons envie de trouver. Ça, c'est une première chose. Et puis, le hasard joue un rôle. Dans l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, c'est un exemple type de sérendipité, comme on dit, c'est-à-dire qu'on trouve ce qu'on ne cherchait pas. C'est un hasard que j'ai lu deux textes à peu de jours d'intervalle et que, du coup, mon cerveau a réussi à faire cette connexion. Il m'est arrivé autre chose d'encore plus bizarre, c'est une recherche sur Google. Je cherche le titre d'un ouvrage, je tombe sur un autre qui vient, alors là, complètement renforcer des choses. Enfin, voilà.
vous voyez, il y a des effets de hasard. Donc, est-ce que la science précède la découverte? Pas uniquement, je dirais. Il y a aussi un état de disponibilité et l'effet du hasard. Bon. L'autre chose que je voudrais ajouter par rapport à ce que disait Florian, c'est la question de la place du scientifique là-dedans, qui n'est pas la même chose que la science. C'est-à-dire qu'il y a un sujet qui, un jour, fait une connexion, établit un fait, découvre au sens propre quelque chose qui va le faire remettre en cause un modèle, mais finalement, ça ne devient une découverte scientifique qu'à partir du moment où ça le dépasse. C'est-à-dire où ça dépasse ce sujet et ça dépasse effectivement ce moment, je dirais, comment on pourrait dire, irréductible et épiphanique, oui. Certes, il y a un esprit qui va avoir à un moment donné une forme d'épiphanie, ce qui ne fait pas de nous des illuminés quand même. Mais, comment dire, ça ne devient véritablement de la science que quand ça nous dépasse. Ça, je crois que c'est très important. Et que quand la subjectivité, le sujet, dont il faut absolument assumer l'existence et la présence, parce qu'il ne se passerait rien sans nous, il faut bien le dire quand même, une fois que c'est quand le sujet disparaît qu'effectivement, ce qu'on a présenté comme une hypothèse, et alors c'est très drôle, je ne savais pas que ça avait été étudié à ce point-là, la question de la modalisation, parce que moi je pourrais reprendre mes brouillons ou des choses comme ça, c'est vraiment très très drôle, et ça devient une découverte le jour où il n'y a plus de je qui dit je pense que, ou il me semble que. On pourrait peut-être poser que. Bref. Et donc, ça devient de la science à partir du moment où le scientifique, d'une certaine manière, s'efface. Et notre idéal, ça n'est pas forcément de laisser notre nom dans le manuel. C'est de laisser peut-être la trace d'un fait qu'on a établi dans un manuel. Ça, oui. Enfin, je parle. Alors, donc, en fait, la découverte, ce n'est pas toujours, comment dire, un hasard heureux, mais en fait, toujours, il y a une préparation en amont, et je comprends très bien. Mais alors, j'aimerais bien vous poser la question sur le statut des chercheurs. Justement, vous utilisez les mots chercheurs. Autrefois, c'était les philosophes, ou bien les savants, ou bien les intellectuels. Maintenant, ce sont les chercheurs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un organisation sociale qui cherche à optimiser la découverte. Et en fait, c'est un métier qui se justifie par la découverte. Si vous ne apportez pas assez de découvertes, en fait, en enfance, votre statut est remis en cause. Dans déjà la concurrence individuelle et d'autre part, toute l'incitation. En fait, la découverte pour les découvertes. Un peu comme l'innovation dans le domaine industriel ou bien dans le domaine scientifique. Donc, en fait, je me demande si, en fait, cette pression sociale n'est pas incompatible avec la statut des intellectuels. Donc, jusqu'à un certain point, je comprends très bien votre plaisir en tant que chercheur de la découverte. Et en même temps, c'est la société elle-même qui exerce cette pression sur les chercheurs. Donc, quelle est un peu votre opinion sur cette transformation des intellectuels ou bien les savants en les chercheurs? Pour être honnête, c'est typiquement pour ce genre de questions que j'espérais qu'on allait faire ce débat. Pour faire entendre, peut-être, que cette pression alors, on dit toujours la pression de la société. Non, la pression des instances qui nous financent. Je pense que si on a encore des fêtes de la science, c'est parce qu'il y a des gens dans la société qu'on appelle civile, disons, pour faire vite, que ça intéresse de voir des gens qui font des découvertes, même purement intellectuelles, et qui ne se préoccupent pas systématiquement de savoir combien d'euros qui sortent de leur poche pour arriver à un brevet
dans un laboratoire pharmaceutique, par exemple. Et je dis ça vraiment, la question que vous posez, elle est très importante parce que figurez-vous que la question de l'innovation, c'est quelque chose c'est une injonction qu'on pose à l'ensemble des chercheurs des CNRS et des universités, y compris en sciences humaines et sociales. On aurait pu aussi faire un autre débat sur qu'est-ce que c'est que l'innovation dans nos domaines. Alors, je réponds à titre tout à fait personnel puisque vous me demandez mon opinion. Mon opinion, c'est que c'est une posture d'exiger l'innovation et que, d'une certaine manière, les chercheurs comme communauté dépassent cette question. Non pas, je ne parle pas des individus, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais je pense que comme communauté, on arrive, bon an, mal an, à conserver un rapport au temps long et à résister parfois avec en manipulant les instances qui nous donnent ces injonctions, hein, pour obtenir les financements qui vont nous permettre en fait de faire ce que nous voulons, comme nous le voulons. Donc tout le monde apprend en fait la rhétorique de l'innovation pour pouvoir obtenir des financements et ensuite nous faisons ce que nous savons que nous devons faire, c'est-à-dire passer autant de temps qu'il le faut pour étudier tel ou tel objet, avoir conscience que les faits que nous allons établir, les découvertes que nous allons faire vont dépasser sans aucun doute la génération, enfin je ne vais même pas dire la génération, le gouvernement qui nous pose telle ou telle injonction, les patrons du CNRS passent et les chercheurs demeurent, je dirais. Vous voyez, excusez-moi d'être un peu, mais d'une certaine manière, la recherche demeure, résiste, parce que tout simplement, on ne peut pas trouver si on ne passe pas le temps qu'il faut. Et on ne peut pas innover sur commande. On peut présenter comme une innovation des résultats de nos recherches, ça oui, on apprend tous à le faire, mais on ne peut pas découvrir sur commande. Voilà, c'est mon opinion à moi. Je voudrais rebondir sur cette question-là avec effectivement cette dictature de la nouveauté. L'injonction, elle est politique, bien entendu. Un homme politique célèbre qui disait il y a quelques années, on ne demande pas à un chercheur de chercher, mais de trouver. Donc ça a été clairement formulé. Il y a une confusion, pour recentrer un petit peu sur l'objet du débat, qui est souvent faite effectivement au sein des sciences, une opposition un petit peu factice entre SHS, sciences humaines et sociales, et sciences dites dures, comme si on était des sciences molles. Cette opposition, elle est essentiellement politique. Et en fait, l'opposition qu'on peut établir, qu'on établit depuis l'origine de la science, depuis les Grecs, c'est entre sciences appliquées et sciences fondamentales. Et de ce point de vue-là, il y a une affirmation dans le texte qui accompagne ce débat, qui n'est pas tout à fait exact de mon point de vue, qui veut que dans les SHS, l'interprétation des données prime sur l'idée de vérité absolue. Et ça pose la question de la vérité absolue dans les sciences. Il faut simplement rappeler que dans les sciences dites dures, la vérité absolue n'existe pas. Pas plus en physique qu'en mathématiques. Il y a plusieurs mathématiques. La réalité, c'est une convention formelle. La vérité, en physique, avec la physique quantique ou la relativité d'Einstein, c'est bien ce qu'il en est aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, les SHS ne diffèrent absolument pas des autres sciences. C'est-à-dire qu'on approche un certain degré de vraisemblance. L'exemple de l'expérimentation sur les traditions orales pour Homère, c'est un bon exemple. C'est une hypothèse qui est admise aujourd'hui parce qu'elle est très vraisemblable. C'est la plus vraisemblable, bien plus que les hypothèses antérieures. Et en fait, la science fonctionne comme ça. Quand on travaille sur le passé, sur les sociétés passées, bien entendu qu'on ne fera pas revivre les sociétés passées. Tout le monde est mort, il n'y a plus de témoins directs. La vérité, on ne l'aura jamais. Il n'y a plus d'enregistrement, ni vidéo, ni sonore. On ne peut pas. Mais il faut bien savoir que l'astronomie, par exemple, fonctionne de la même manière. C'est-à-dire que les télescopes ou les spectromètres de masse arrivent à capter la lumière de supernovas qui sont éteintes depuis 10 millions, 11 millions d'années. Donc la vérité n'est pas là non plus. Et quand on travaille sur le passé, sur les textes ou sur les vestiges de la culture matérielle du sol,
pratique de la même manière. C'est-à-dire qu'on a des échos, des lumières qui nous parviennent, qu'on interprète bien entendu, mais toute science est hypothético-déductive, elle procède de cette démarche hypothético-déductive. Et je pense que c'est cette opposition factice qu'il faut rompre parce qu'elle est essentiellement effectivement idéologique et politique. Il s'agit de marginaliser une part de la science qui apparaît comme inutile, avec une vision très utilitariste de la recherche. C'est vrai que ni en archéologie, ni en sciences, je sais pas, en sociologie, on ne créera jamais un nouveau type de bombes ou de mixeurs ou d'avions, mais c'est une vision qui est complètement réductrice de la démarche scientifique en général. Et le fait d'en débattre, c'est peut-être un peu dangereux parce que c'est presque se maintenir nous-mêmes dans cette case dans laquelle on nous assigne, qui est tout à fait factice de mon point de vue. La découverte, c'est pas notre pain quotidien. Hein. C'est le fonctionnement de la science, c'est des revues, des colloques où on présente nos travaux, c'est des publications, c'est des soutenances de thèses, etc. Et c'est beaucoup de production de connaissances. Et la production de connaissances qui circulent, qui est mise en commun, vous pouvez y accéder à travers des portails de diffusion d'articles tels que HAL ou d'autres choses. Et chacun va documenter des situations, va amener des choses, et puis un jour, quelqu'un, en croisant toutes ces données-là, va découvrir, et ça peut prendre des années, ça peut prendre une génération. C'est vraiment... la question de la découverte, c'est un peu comme si c'était Noël tous les jours, je dirais. C'est pas le cas. C'est vraiment la recherche. Moi, je rejoins bien ce qui est dit. C'est un travail de chaque instant. C'est quasiment monomaniaque. C'est une pensée qui fait que on collecte des choses, on les présente, on les transmet, et puis c'est un terrain favorable. Hein, je pense que c'est une dynamique qui est favorable à la découverte. C'est comme quand on cherche des champignons dans la forêt, on en trouve quelques-unes comme ça à certains moments et pas d'autres. Moi, je voulais rebondir aussi sur ce que tu avais dit, que je formulerai de la manière suivante. Les chercheurs comme collectif sont vertueux. Les directeurs de Cyberespace, mais en gros, c'est en trouvant des moyens de donner du temps au temps de la recherche qu'on arrive à peu près à nos fins. En revanche, je pense que si on parle boutique, moi, ce que je vois un peu qui pointe son nez depuis un certain nombre d'années, c'est que les financements de thèses de recherche fondamentale sont en train de se réduire. Ce qui se développe, c'est des recherches plus finalisées, des financements de thèse qui sont déjà des sujets prédéterminés. Donc la personne en thèse ne possède pas son sujet quand elle arrive en thèse. Ça, c'est une modification assez générale, je pense, en tout cas en sociologie, de ce qu'on voit. Donc c'est des financements finalisés qui peuvent être aussi des financements de type recherche collaborative, où ce sont des collectivités publiques qui proposent des sujets sur lesquels on va financer des thèses. Ça peut être des entreprises avec les contrats CIFRE, par exemple, sur des thèses. Mais là, on se rapproche de la science au sens général du terme, qu'elle soit dure ou pas dure. C'est-à-dire que quelque part, tout le travail, ça va être de jongler avec les contraintes qui nous sont fixées pour arriver à dégager du temps, à dégager des moyens, à dégager des lignes budgétaires imprévues pour faire ce qui nous semble être important de faire dans le cadre qui nous est imparti, qui est effectivement de plus en plus contraint par l'utilitarisme. Mais voilà, je pense que quand on regarde comment fonctionnent les sciences dures, quand ils achètent du matériel, généralement, il y a 3 ou 4 destinations possibles du matériel. Ils le mettent sur une ligne, mais en fait, ils vont l'utiliser par rapport à une autre recherche ailleurs, etc. Ça leur permet de financer des choses. Enfin, ce jonglage-là, il est fait en permanence. Et ça, c'est vraiment la collectivité des chercheurs qui est garante de ça, quoi. Je vais ajouter 2 choses, si vous voulez bien. C'est vrai qu'il y a quand même une menace importante, et ça passe toujours par le nerf de la guerre qui est l'argent, c'est-à-dire que de plus en plus, on ne finance que les recherches qui sont thématisées par des gens qui ne sont pas nécessairement les chercheurs. Et je l'ai entendu,
je l'ai entendu mot pour mot. J'ai entendu le responsable d'une instance qui finance nous dire il faut faire entrer les chercheurs dans des cases. Dans les cases prédéterminées, en l'occurrence, par des appels à projets qui disent que vous devez travailler sur telle thématique. Bon, c'est un danger. C'est un danger, même si on développe, comme je vous le disais tout à l'heure, des stratégies qui consistent à habiller nos objets pour leur donner l'apparence de rentrer dans les cases. Mais c'est quand même effectivement une dynamique contre laquelle il faut qu'on résiste un peu quotidiennement. Alors, l'autre chose, je voudrais quand même répondre à la remarque sur poser la question qu'est-ce qu'une découverte en SHS? C'est déjà nous mettre un peu en danger et suggérer qu'on doit trouver. Mon idée, c'est précisément le contraire. C'est-à-dire, c'était précisément qu'on aborde la question de la découverte de façon critique. Et justement, pour montrer que dans nos disciplines, il y a beaucoup de micro-découvertes qui sont l'établissement de petits faits. Ce qui est très important, c'est l'établissement de modèles, en fait. C'est l'établissement de modèles pour essayer d'expliquer une réalité très complexe. Même un texte littéraire, c'est une réalité extrêmement complexe, moins complexe qu'une société dans son ensemble, évidemment. C'est un ensemble clos. Mais néanmoins, un texte, c'est une réalité compliquée, complexe, enfin plus exactement complexe. Donc, il faut prendre en compte un ensemble de facteurs. Je voulais à la fois tout à l'heure vous raconter qu'on a des petits moments comme ça d'épiphanie, comme disait Florian, mais que l'essentiel n'est pas là. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est toute la suite. C'est-à-dire quel modèle d'interprétation on développe ou bien on conteste à partir de ces événements, disons. Disons que la découverte, pour moi, c'est un événement au départ, et puis ensuite, tout va dépendre de ce qu'on en fait. Donc il y a vraiment deux sens de la découverte. Il y a le petit moment où il se passe quelque chose, une connexion, on remarque quelque chose d'anormal, et puis il y a la découverte qui va s'inscrire dans le temps long, et qui est en fait l'établissement d'un modèle qui va fonctionner pendant un temps, et d'un paradigme qui va fonctionner pendant un temps. Oui, enfin, je ne voudrais pas monopoliser la parole ce soir, mais bon. Je me dis que maintenant, et je pense que vous ne me contenirez pas, un chercheur, il a du mal à savoir déjà tout ce qui se passe dans sa discipline. Il y a tellement d'articles, de thèses, etc., qu'on ne peut pas tout lire, c'est impossible. Alors, je vois ce tableau-là avec les Grecs qui, à l'époque, je pense qu'ils connaissaient à peu près tout ce qui se passait dans leur domaine. Depuis, ça s'est démultiplié et on arrive à ce paradoxe presque. Alors moi, je voulais juste dire que je crois au croisement des disciplines et c'est peut-être une des manières de résister à la pression politique et peut-être sociale aussi, de mettre les chercheurs dans des cases. Au contraire, il faut faire bouger les cases et les relier entre elles. Et je crois que là, on fait d'excellentes découvertes. On peut croiser les neurosciences avec la psychologie, on peut croiser l'histoire avec la littérature. Enfin, on peut faire plein de choses comme ça. Et là, ça devient énorme comme source de découverte, en fait. Voilà, je voulais juste dire ça. J'ai pas de questions. Il y a un historien et un philosophe, et plus que ça, qui s'appelle Michel de Certeau, qui disait « Lire, c'est un braconnage ». Mais c'est vrai, pendant que le micro circule, c'est vrai que parfois, les premières cases qui existent, c'est celles qu'on se met nous-mêmes. Hein. C'est-à-dire en se définissant comme chercheur en ceci ou chercheur en cela. Ensuite, il y a des... Comment dire ? C'est très individuel. La façon dont chacun va se former à d'autres disciplines. Cela dit, c'est très encouragé par les appels à projets, l'interdisciplinarité. C'est un maître mot de la... Oui, j'avais deux questions, enfin deux points. Il y a certainement, c'est une question, est-ce qu'il y a eu des recherches, justement,
sur la recherche, enfin les contraintes de la recherche dans le temps, où on pourrait montrer aux financeurs que de mettre des angles trop étroits, ou que la stratégie des gens, c'est de s'en échapper, parce qu'ils savent que c'est pas dans cette direction qu'il y a peut-être des choses à creuser. Mais est-ce qu'il y a des recherches sur ces questions-là qui montreraient que c'est pas très efficace, ça fait perdre du temps aux chercheurs? Et l'autre question, c'était par rapport à toutes ces contraintes ou orientations vers le plus pratique. J'imagine que c'est un peu pareil dans les différents pays du monde. Il n'y a pas de pays plus généreux pour la recherche fondamentale. Voilà, c'était deux questions. Je ne sais pas, je ne suis pas toujours très claire. Est-ce que vous avez compris ma première question? Est-ce qu'il y a des recherches sur comment est managé le travail des chercheurs par des appels à projets, comme vous le décrivez, dans le temps, et quels sont les impacts, de toute façon, la recherche, qu'elle soit contrainte, elle l'a toujours été, donc c'est pas tellement la question, c'est de la manière dont c'est fait qui a l'air de plus en plus étroite, c'est comme ça que je le comprends. Et puis l'autre question, c'était dans la communauté des chercheurs sur le plan international, est-ce que c'est similaire ou des sociétés en d'autres pays gèrent mieux, enfin sont mieux dotées? Il y a bien sûr la question de l'Europe, mais comme elle est bien faible dans beaucoup de domaines, je crains que ce soit pareil dans ce domaine aussi. J'ai juste en tête un sociologue des sciences des années 50, qui s'appelle Merton, qui n'a pas fait que de la sociologie des sciences, mais qui était très classique, et qui disait qu'il y a un ethos du chercheur, et les chercheurs ont une forme de vie qui va être communiste, c'est-à-dire qu'on est dans un collectif, on est à égalité, etc., etc. Et il avait alors il avait 4 catégories, je ne me rappelle plus exactement, pour qualifier cet ethos. Et effectivement, c'était aussi l'affirmation de la liberté du chercheur dans la société, à qui on devait octroyer des crédits pour qu'il puisse chercher librement, en fait. Je pense qu'effectivement, c'est ça qui a été... on ne ferait plus la même sociologie maintenant si on faisait de la sociologie des chercheurs actuels, de la recherche. D'ailleurs, on parlait de science et on parle maintenant de recherche, comme ça a été noté. Ça serait assez différent, je pense. Il y a des historiens des sciences, je pense à Dominique Pestre, par exemple, qui ont travaillé sur les régimes technico-scientifiques, où ils montrent que, en gros, la Deuxième Guerre mondiale a beaucoup fait pour associer les puissances économiques, techniques et militaires à la recherche. Il y a des régimes comme ça qu'on peut distinguer dans l'histoire des sciences des 3 derniers siècles, où il y a des phasages, effectivement. Et une des grandes phases, la grande coupure, ça va être la Deuxième Guerre mondiale, justement pour rendre la recherche, la contraindre à avoir des utilités pour les puissances économiques, les puissances militaires, etc. Mais paradoxalement, c'est aussi l'après-guerre, c'est le moment de la constitution du CNRS, la création du CNRS, dont l'objet était au départ de financer de la recherche assez librement. Mais quand même, beaucoup plus librement qu'aujourd'hui, sans aucun doute. Et parmi les pays que je connais et dans mon domaine, parce que je ne veux pas généraliser, mais il est clair que la France était un pays considéré par beaucoup comme un paradis jusqu'à il y a 10-15 ans, quelque chose comme ça, à peu près, c'est-à-dire un tournant qui a été pris, un tournant politique qui a été pris pour se calquer sur un modèle qui était celui des Américains, enfin des Anglo-Saxons, disons, et tout ce principe du financement par projet, par opposition avec des financements récurrents du CNRS et des universités,
ça fait qu'effectivement, ça a clairement bousculé complètement le quotidien de la profession. Mais je ne vois pas aujourd'hui de pays qui échappe à ce système. Le paradis n'existe plus. J'ai fait une découverte enthousiasmante grâce à monsieur l'anthropologue. J'ignorais complètement qu'on pouvait travailler avec un neurophysiologiste. Et je voudrais savoir si vous continuez à travailler ensemble et si lui a besoin aussi de vous et si le travail en réseau se met en place. Oui, il est à la retraite maintenant, donc on n'a pas le même, mais j'ai noué des contacts avec d'autres neurophysiologistes ou des personnes qui s'intéressent depuis cette discipline à la perception, effectivement, et on échange, on avance en réseau. Une dernière question. Alors, une conclusion, Oui. si c'est possible. Oui, bien sûr. Pour conclure ce débat qui a été très riche, nous tenons à remercier nos invités et vous, le public. Et l'Axe Savoir en Société espère vous voir lors d'un prochain événement autour d'une question qui portera sur un autre thème relatif à la science. Ou la suite. Merci. On n'a peut-être pas tout déblayé. Peut-être on peut faire une saison 2 sur le sujet. Merci à tous. Bonne soirée. Merci.